Bonjour et bienvenue à notre deuxième balado Réalisme climatique. Donc, on a lancé l'émission il y a quelques semaines et aujourd'hui, on poursuit avec, encore une fois, on a comme invité le professeur Rénal Duberger, qui est un expert du climat, malgré qu'il soit physicien et spécialiste sismologue. Là, il pourra me corriger par rapport à ça. Alors, il sera avec nous pendant l'émission. Il est déjà présent, mais on va débuter par une présentation du professeur Vingarden qui est venu présenter à Montréal et à Toronto récemment une conférence qui, à mon avis, permet de verbaliser ou généraliser des termes beaucoup plus scientifiques par rapport justement à une réalité qui touche monsieur, madame, tout le monde, mais on a besoin d'avoir des bases vraiment scientifique lorsqu'on présente des arguments. Alors, je vais mettre la table avec cette présentation qui risque d'être un petit peu plus ardue ou aride qu'à l'habitude, mais ça servira, comme je vous disais tout à l'heure, de base. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, bien, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Ça nous permet d'ajuster l'émission au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, allons-y de l'avant avec la présentation. Donc, je vais respecter les termes du professeur, étant donné qu'il a présenté et que le contenu est important. Donc, je vais le faire comme si c'était lui qui parlait, mais naturellement, elle est en français, alors que le professeur Vingarden est de l'Université York à New York. Donc, je présente ainsi en français l'allocution du professeur parce qu'il l'a présentée à Toronto et à Montréal, donc elle est adaptée au Canada, elle est pour la réalité canadienne. Et le titre, c'est « Les observations scientifiques appuient-elles les politiques de zéro émission nette ». Le sujet de cette discussion porte sur la façon dont les gaz à effet de serre affectent le climat. Alors, examinons d'abord les concentrations de ceux-ci. Le plus important est le dioxyde de carbone, le CO2, produit par l'utilisation de combustibles, la combustion de gaz naturel, de charbon et de pétrole. Sa concentration dans l'atmosphère est passée de 320 parties par million en 1960 à 430 parties par million en 2026. Les deux autres gaz sont le protoxyde d'azote, donc le N2O, provenant de l'utilisation d'engrais à base d'azote et dont la concentration dans l'atmosphère est passée de 300 parties par milliard en 1980 à 330 parties par milliard en 2026. Ensuite, nous avons le méthane, le CH4, ça vous rappelle vos cours de chimie, j'imagine, qui provient de l'utilisation de combustibles, de la décomposition de la végétation, ainsi que des rots de méthane issus de la digestion du bétail. Ça fait toujours sourire. Nous constatons que sa concentration est passée de 1,65 parties par million en 1985 à 1,90 parties par million en 2026. Cependant, l'augmentation du méthane n'a pas été constante puisqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, la concentration de méthane est en fait demeurée stable, diminuant même à certaines années. Maintenant, on croit que ces gaz à effet de serre ont modifié la température mondiale, ce que nous voyons sur ce graphique. Si on voit le graphique à l'écran, ce serait parfait. Sur l'échelle verticale est le changement température moyen de la surface de la Terre en fonction du temps, de 1850 à nos jours. D'abord, d'environ 1850 à 1905, la température est relativement stable. Ensuite, de 1905 à 1940, on observe un réchauffement d'environ 0,5 degrés Celsius. Puis, de 1940 à 1975, il y a eu un léger refroidissement. Ensuite, de 1975 à 2000, la température a augmenté encore d'environ 0,5 degrés Celsius. Et de 2000, finalement, à environ 2016, quelque chose de tout à fait inattendu s'est produit. Aucun modèle climatique ne l'avait prédit. La température est demeurée stable. C'est ce qu'on appelle la pause du réchauffement climatique et nous n'avons toujours pas de bonne compréhension de ce phénomène. Le point que je veux soulever est qu'entre 1850 et 2025, il y a eu une augmentation constante de CO2, alors que ce n'est pas cohérent avec le réchauffement climatique qui semble se produire
par des à-coups. Il semble donc y avoir autre chose que le CO2 qui expliquerait le changement climatique. Maintenant, des gens ont investi beaucoup de travail dans l'élaboration de ces modèles climatiques pour prédire le réchauffement. Dans le graphique suivant, nous voyons sur l'échelle verticale le réchauffement ou le changement de température. En bas, nous voyons les dates de 1975 à nos jours, et il y a environ 100 modèles différents qui donnent la courbe moyenne du haut. C'est toujours courbe, mais une droite, c'est une courbe. Maintenant, la ligne du bas représente la moyenne des observations établies par différents groupes. Le point important ici est que la moyenne de ces 100 modèles climatiques prédisent environ 3 fois plus de réchauffement que ce qui a été observé. Il y a donc un problème majeur avec les modèles puisqu'ils surestiment et exagèrent le réchauffement réellement observé, d'où la propagande depuis plusieurs décennies. Cette augmentation exagérée de la température est ce qui a mené à toutes sortes de prédictions terribles. La première, pour le Canada, est que la calotte glaciaire de l'Arctique va fondre en été. Nous surveillons l'étendue de la glace arctique depuis la fin des années 70 et la glace arctique augmente en hiver et diminue en été et elle atteint son minimum vers le mois de septembre. Sur ce graphique qu'on peut voir à l'écran, la droite de toutes les observations de l'étendue de la glace en septembre 1979 à aujourd'hui, vous prédisez un Arctique libre de glace en 2079. Mais avant de se précipiter pour investir dans un chalet dans l'île de Baffin, veuillez examiner les données de 2007 à 2025. La tendance en pointillé étant essentiellement plate, il faut donc attendre jusqu'en 2691, imaginez, pour obtenir un Arctique libre de glace. À la diapo numéro 6, néanmoins, il y a eu un certain réchauffement qui fait fondre la glace. Une région où cela est très significatif est le glacier, le Glacier Bay, en fait, en Alaska. C'est là que les gens aiment faire des croisières pour voir les glaciers perdre de la glace. C'est un site spectaculaire. La première personne à avoir fait une telle croisière fut le capitaine George Vancouver à la fin du 18e siècle. Cependant, il ne pouvait pas aller très loin dans cette baie car la glace s'étendait jusqu'à l'océan Pacifique. Au cours des années 1800, la glace a reculé de façon très importante, soit près de 100 km. Pourquoi est-ce significatif? Eh bien, au cours des années 1800, il y a eu très peu d'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, ce que nous devrions conclure ici, c'est que le retrait glaciaire, au cours des années 1800, n'était pas dû aux gaz à effet de serre, qui changeaient à peine dans l'atmosphère à cette époque-là, mais qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, probablement une poursuite du réchauffement de la Terre après le petit âge glaciaire, qui s'est étendu d'environ les années 1400 aux années 1700 sur la Terre. À la diapo 7, la prochaine chose qui effraie beaucoup les gens, ce sont les feux de forêt. Voici donc les données pour le Canada. Ici, le rouge représente la superficie totale brûlée chaque année. Et la droite noire montre le nombre moyen de feux de forêt. Et nous avons les données de 1990 à 2025. Si vous regardez le nombre de feux de forêt, vous constatez que ce nombre a en fait diminué. La superficie brûlée augmente certaines années et diminue d'autres années. Il y a 2 ans, nous avons eu une saison terrible avec d'immenses feux dans l'ouest, le smog allant vers l'est, et nous avons eu beaucoup de ciel pollué. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de tendance claire. Je dois dire que j'ai été un peu surpris en voyant ce graphique, car les humains ont beaucoup perturbé la forêt. Chaque fois qu'il y a eu un feu de forêt, nous nous sommes précipités pour l'éteindre. Et en ce faisant, nous obtenons une accumulation de matière inflammable. Donc, on devrait s'attendre à ce que lorsqu'un feu de forêt survient, il soit beaucoup plus important. Il n'est ainsi pas du tout évident que le changement climatique ait causé une quelconque augmentation des feux de forêt. À la diapo suivante,
Qu'en est-il des conditions météorologiques extrêmes comme les ouragans? Le nombre total d'ouragans fluctue chaque année, mais il n'y a pas de tendance claire sur les 45 dernières années. Il n'y a donc eu aucun changement dans le nombre d'ouragans au cours des 45 dernières années. Je pourrais aussi vous montrer des données sur le nombre de tornades en ne montrant aucun changement également. Bien sûr, lorsque vous voyez les données de changement d'une année à l'autre, on s'inquiète un peu. L'une des plus longues séries chronologiques de données concerne le fleuve du Nil qu'on voit à la diapo 9. Voici les données sur la profondeur de l'eau du Nil de l'an 680, imaginez, à 1580. C'est très important pour l'Égypte, ce fleuve. Dans l'Égypte ancienne, ils comptaient sur ces crues du Nil pour irriguer les terres agricoles afin de les cultiver. Si les crues du Nil ne survenaient pas, ils mouraient simplement de faim. Ils avaient donc un très bon suivi du système, mais malheureusement, vers 1450, des barbares ont envahi l'Égypte et ont détruit leurs instruments. Ce que nous voyons ici, ce sont des variations importantes de la moyenne des données sur 30 ans, mais le Nil fluctue encore plus considérablement d'une année à l'autre. Si, en l'an 700, il y avait eu un équivalent du groupe climatique du GIEC, des Nations unies, ils auraient pu prédire de terribles événements et ils auraient eu raison, imaginez. D'autres années, d'environ 1050 à 1150, on constate une augmentation significative du Nil. Donc, lorsque vous voyez une série chronologique présentant des variations, une grande partie peut simplement être due à des variations climatiques naturelles qui se produisent sur des échelles de temps de décennies, voire de siècles. L'une des choses qui préoccupe les gens est l'acidification des océans. Vous avez du CO2 dans l'atmosphère, donc une partie se retrouve dans l'océan et forme de l'acide carbonique. La première chose à comprendre est que s'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère et donc pas de CO2 dans les océans, le pH des océans serait de 10,5 comme celui de l'eau de Javel, imaginez. Et il ne pourrait donc pas y avoir de vie. C'est grâce à la présence de CO2 dans l'atmosphère et à son absorption par les océans que la vie y est possible. Si vous doublez la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui augmente à son tour le taux absorbé par les océans, le pH passerait d'environ 8,2 à 7,9. Les océans sont donc naturellement un peu basiques et on observe une réduction d'environ 0,25 sur l'échelle de pH si le CO2 double. Est-ce significatif? Non, ce ne l'est pas du tout. Si vous regardez la variation du pH des océans selon la latitude, la longitude et la profondeur, elle est comparable à ce changement de 0,5 de pH. Donc, si vous avez un phoque, par exemple, qui se prélasse au soleil, qu'il a faim et qu'il plonge pour attraper un poisson, le changement de pH qu'il subit est comparable à ce changement de 0,25 si vous doublez le CO2. De plus, si vous regardez le pH pendant la journée par rapport à la nuit, il change. Ce changement est comparable à cette variation de 0,5 de pH, puisque pendant la journée, toutes les plantes poussent en absorbant le CO2 par la photosynthèse. Et la nuit, on observe la respiration. Ce changement de 0,5 de pH n'a donc absolument rien d'inquiétant. Maintenant, la deuxième chose dont on entend parler, c'est que si nous avons un réchauffement climatique, cela entraînera un réchauffement des océans, ce qui est terrible pour la vie marine, surtout pour ces beaux récifs coralliens si pittoresques. Voici un graphique montrant le taux de croissance moyen sur l'échelle verticale par rapport à la température de l'eau. Et ce que l'on remarque, c'est que plus l'eau est chaude, plus les coraux poussent rapidement. Donc, dans le sud de la Grande Barrière de Corail, le GBR sur le graphique, les coraux poussent plus lentement dans le nord de la GBR, ce qui est plus proche, parce que c'est plus proche de l'équateur. Les coraux poussent le plus rapidement dans les eaux les plus chaudes de la Terre,
soit au large des côtes de Thaïlande et de la Malaisie. À la diapo 11, ces dernières années, on a fait beaucoup de bruit autour du méthane, qui serait un gaz très dangereux. En fait, il est vrai que si vous ajoutez une molécule de méthane dans l'atmosphère, elle exerce 30 fois plus de molécules de CO2, 30 fois plus que... Attendez un petit peu. 30 fois plus de réchauffement, que l'ajout d'une seule molécule de CO2. Mais nous ajoutons 300 fois plus de molécules de CO2 que de molécules de méthane. Donc, le réchauffement dû au méthane est de 30 divisé par 300, soit 0,1 de celui du CO2. Un peu technique, mais alors si vous avez un réchauffement dû au CO2 de, disons, 1 degré Celsius par siècle, le réchauffement dû au méthane est d'1 dixième de cela, donc négligeable. Maintenant, le méthane est produit par la décomposition de la végétation, par les fuites des gazoducs et aussi par certains animaux comme le bétail et les moutons qui ruminent. Contrairement à la propagande populaire, il rejette ensuite du méthane en rotant et non pas en pétant, comme on nous dit souvent. Il a donc été proposé d'arrêter de manger de la viande, d'avoir moins de vaches, ce qui diminuerait le changement climatique. Nous avons récemment fait un calcul stipulant que nous exterminerions toutes les vaches de la Terre. De combien la température baisserait-elle? Bien, d'environ 0,05 degrés Celsius. Imaginez. Complètement insignifiant. Aussi insignifiant que la propagande qui est faite sur les vaches. Et si vous abattiez tous les moutons, cela réduirait la température de 0,005 degrés Celsius ou 0,5 millidegrés, imaginez. Maintenant, tout cela est bien sûr ridicule et les graphiques le démontrent. À la diapo 12, un autre gaz à effet de serre qui préoccupe les gens, c'est le protoxyde d'azote, le N2O, provenant de l'utilisation de fertilisants à base d'azote. Les engrais sont utilisés pour augmenter les rendements agricoles. Et sur ce graphique, nous montrons le rendement sur l'axe vertical en fonction du temps et de 1850 à nos jours. Si vous regardez le rendement du maïs dans la courbe bleue, il augmente de façon spectaculaire, tout comme le blé, l'orge, etc. Et l'augmentation des rendements de ces céréales coïncide très étroitement avec l'augmentation de l'utilisation d'engrais, qui est la ligne bleue pointillée sur le graphique, complètement en haut. On ne peut donc pas nier que les fertilisants ont un impact très important sur l'augmentation de la production agricole. En fait, si on interdisait l'utilisation des engrais, ce serait très mauvais pour l'approvisionnement alimentaire mondial. L'augmentation de température que l'on éviterait serait inférieure à 0,1 degré Celsius par siècle, au prix d'affamer la planète. À la diapo 13, examinons maintenant la réponse de la végétation à l'augmentation du CO2. Comme tout producteur en serre le sait, si vous augmentez le CO2 dans la serre, les plantes poussent plus vite. Sur la photo, un homme fait pousser un pin. D'abord, il fait pousser dans une atmosphère de CO2 ambiant, la photo de gauche. Ensuite, il a répété l'expérience avec 150 parties par million de CO2 au-dessus de la concentration ambiante. Ensuite, il a répété l'expérience avec 300 et 450 parties par million de CO2 supplémentaires. Nous voyons que la végétation pousse beaucoup plus rapidement à mesure qu'on augmente le CO2. Et si la végétation pousse plus vite, elle absorbe plus de CO2 de l'atmosphère, réduisant donc la quantité de CO2 dans la même ambiance. Mais il y a des choses plus subtiles encore. Si on augmente la quantité de CO2, les trous dans les plantes appelées stomates et par lesquels le CO2 pénètre dans la plante diminuent en taille. Maintenant, si la taille des stomates diminue, la plante aura moins de perte d'eau. Cela signifie qu'il est plus facile pour des plantes de pousser dans des régions plus sèches. Et c'est ce que la NASA a observé au cours des dernières décennies. Il existe donc parfois des façons subtiles dont la végétation réagit
Dans un monde où il y a plus de CO2, c'est ce qu'on voit sur la partie du bas, la photo du graphique. Donc, on voit que sur la Terre, les parties qui sont plus vertes sont justement dans des régions plus sèches. À la diapo 14, si on double le CO2 atmosphérique, on obtient un réchauffement. Nous estimons une augmentation de 1 degré Celsius, mais il y a une grande incertitude quant à cette estimation, en grande partie à cause des nuages. Les modélisateurs climatiques diront qu'1 degré devrait être multiplié par un facteur d'environ 3 en raison de cette rétroaction de l'eau. Mais comme nous l'avons montré, les modèles climatiques ont un très mauvais historique, exagérant le réchauffement par rapport aux observations d'un facteur d'environ 3, ce qui s'annule. Les preuves ne soutiennent pas l'hystérie selon laquelle il y a eu de grandes réductions de l'étendue des glaces polaires, un recul des glaciers et une élévation du niveau de la mer en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre. Il n'y a eu aucun changement observé dans les précipitations, les fréquences des tempêtes violentes, des tornades ou des ouragans. La vie marine, comme les coraux, n'est pas non plus menacée par une légère hausse de la température, mais la pollution et la surpêche doivent être enrayées, car ça, c'est un problème d'environnement. Les effets politiques, zéro émission nette visant à interdire les combustibles, à réduire le nombre de têtes de bétail et l'utilisation d'engrais, menacent l'approvisionnement alimentaire et rendent impossible le maintien du niveau de vie. Et surtout, elles ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques. Voilà la présentation que je voulais faire du professeur Van Garden, qui vient établir des bases sur justement nos arguments qui dénoncent cette propagande, soit des vaches qui polluent avec le méthane et tout le reste. Donc, il faut ramener en perspective la réalité. Et nous allons aller à une pause, et après la pause, avec professeur Duberger, nous allons traiter de ces contenus-là, mais aussi amener une dimension de vulgarisation, un peu avec son expérience de professeur, comment il l'a vécu avec ses étudiants lorsqu'il enseignait, et aussi comment les jeunes générations, qui aujourd'hui arrivent dans la quarantaine d'années, doivent être rééduquées par rapport à la réalité, parce que, comme vous le savez, on vit au Canada et surtout au Québec des surtaxes basées sur cette supercherie. Alors, on va répondre à tout ça après la pause. Alors, rebonjour, et on est de retour avec la poursuite de notre balado Réalisme climatique. Et comme je le mentionnais, accueillons le professeur Duberger, qu'on a rencontré lors de la dernière émission, mais nous, de notre côté, on est des vieux routiers, on a fait de la radio ensemble il y a plusieurs années. Et professeur Duberger fait encore de la radio à Radio X dans la région de Québec. Alors, bonjour Rénal, ça va bien? Bonjour Richard, ça va très bien. J'ai beaucoup apprécié la conférence que tu viens de nous présenter. Elle est très didactique. Je pense que là-dedans, il y a du matériel qui pourrait être utilisé quand je vais dans les écoles, s'il y a des écoles qui veulent bien m'accueillir. Elle devrait. Le verbatim autant que les diapositives, je pense qu'il pourrait aider à convaincre pas mal de jeunes
qu'il y a d'autres hypothèses que Voilà. l'homme prédateur qui détruit la planète en émettant des gaz à effet de serre. En fait, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Moi, une partie importante, en tout cas, par rapport au narratif qu'on reçoit depuis tellement longtemps, c'est la dimension du méthane. Hein, on nous présente ça comme l'apocalypse. Et quand on met ça en perspective avec des proportions scientifiques, je pense que ça vient démolir cet argumentaire-là que peu de monde comprennent. Parce que ceux qui sont les porte-paroles de cette hystérie-là, et là, je pense aux enseignants dans les écoles, parce que tu ailles faire des conférences dans les écoles, bonne chance pour se faire inviter d'une part, mais si les enseignants étaient honnêtes, ils devraient t'inviter pour venir présenter ces perspectives-là. Dans un cours de chimie, par exemple, un cours de physique, ce serait extrêmement apprécié des étudiants, je suis persuadé. Oui, tu as tout à fait raison, Richard. Mais il y a dans les écoles québécoises, à l'heure actuelle, des enseignants qui contestent l'hystérie climatique Mhm. et qui voudraient bien m'inviter, mais le problème, c'est qu'il y a une majorité d'autres enseignants qui voient d'une façon très négative Mhm. l'intervention d'un gars comme moi dans leur école. C'est un peu comme le loup dans la bergerie, qui vient remettre en question le dogme qui C'est leur ça. a été enseigné, que l'homme est un prédateur de la planète, que l'homme est en train de... et si on continue d'émettre des gaz à effet de serre, ça va être l'apocalypse qui va commencer à partir de 2050. Alors, moi, je pense, Richard, que les efforts que des gens comme toi et moi faisons à l'heure actuelle pour présenter un autre point de vue qui est interdit dans les médias, je dirais, publics comme Radio-Canada, euh, c'est, c'est important. Puis je pense que les gens sont intelligents, la plupart sont intelligents et savent faire la part des choses. Sauf que le point de vue que nous avons ne leur est pas présenté. Et à partir du moment où ça leur est présenté, là, ils tombent de leur chaise et disent ah, ouais, je savais pas ça, moi. Hein? Alors, je pense que des émissions comme tu fais, les podcasts comme nous faisons, sont importants. Puis c'est à force de grignoter petit à petit, puis de rentrer des chiffres aussi, parce que dans la présentation que tu as faite, il y a des chiffres, il y Oui. a des statistiques, il y a des courbes qui sont indiscutables et qui montrent que non, l'homme n'est pas ce prédateur de la planète qu'on voudrait vous faire croire. Bien, on parle du réchauffement climatique non seulement exagéré, et on l'a bien démontré, le professeur Ben Garden l'a bien démontré dans la présentation que j'ai faite, mais quand on regarde le facteur 3 pour 1, je trouve ça extrêmement intéressant dans ce qui a été présenté, c'est que non seulement on exagère les faits basés sur une supercherie, parce que les courbes étaient très, très claires, hein, ce qu'on nous prédit est 3 fois pire que la réalité observée. On a assez maintenant de périodes d'analyse pour pouvoir faire ce genre de conclusions-là. Et je pense que les conclusions à la fin démontraient bien que le 3 pour 1, c'est majeur. Parce que si on y va avec le tiers d'impact en réalité, bien là, notre 2050 il est reporté à 2691. On va pas mal, les générations les plus jeunes actuellement ne seront pas là non plus. Donc, on voit bien qu'on est en train de, de, de projeter un avenir apocalyptique de façon politique et non pas scientifique. Et là, la science est un peu à la pour venir sauver un peu la face à travers tout ça, mais les scientifiques, est-ce que tu dirais qu'ils ont eu libre parole depuis les 20 dernières années? T'en as fait partie, tu as dû être controversé d'être même dans ton université à ce niveau-là. Moi, Richard, j'ai la chance d'être un scientifique à la retraite. Oui, Et maintenant. ça fait toute la différence. Oui. Je pense à une scientifique américaine, climatologue, comme Judith Curry, qui a dit, quand elle a pris sa retraite,
Maintenant que je suis à la retraite, je suis libre de parler. Voilà. Mais quand j'étais attaché à une université ou à un institut de recherche, je n'étais pas libre de parler. Et moi, je vous dirais la même chose. Quand j'étais prof à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y avait une espèce de consensus sur certaines questions, et puis je me devais une certaine loyauté envers le groupe de chercheurs avec qui je travaillais, qui avait adopté une position. Et si j'avais eu dans mon fort intérieur la conviction que scientifiquement ils avaient tort, j'aurais pas pu l'exprimer parce que j'avais un devoir de loyauté envers le groupe de recherche avec qui je travaillais. Oh, Alors, Judith Curry a subi la même chose. ouais. Mais maintenant qu'elle est à la retraite, elle parle dans les médias, elle publie des livres. J'ai son dernier bouquin. Et c'est une climatologue chevronnée. Quand on définit le climatologue, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les aspects scientifiques nécessaires à la compréhension de l'évolution du climat. Elle est libre de parler. Alors, ça fait toute une différence. C'est certain que l'aspect de l'exagération dont je parlais, donc 3 pour 1, mais il y a aussi la dimension que l'homme est le créateur de ce problème-là qui est en train de détruire la Terre. Donc, on voit que la vie est attaquée, donc l'humain, et aussi le bétail. Donc, arrêtons de manger de la viande et tout le reste. Ce narratif-là doit être attaqué sur ses fondements même, étant donné que ce n'est pas solide comme argumentaire. Et je dirais que le consensus qu'on a connu depuis 20 ans dans les universités, qui s'est décliné jusqu'aux écoles primaires, parce que l'hystérie, elle est complète là, dans tout le système d'éducation, mais aussi soutenue par les médias. Alors, c'est ça qu'il faut attaquer, c'est cette crédibilité-là qu'il faut attaquer, parce que le consensus dont tu référais, c'est un consensus économique, budgétaire. On ne veut pas perdre notre financement et les universités se sont complètement parjurées avec cette approche-là. Les institutions, que ce soit gouvernementales ou scolaires, ont maintenant donné leur objectivité, et les médias, c'est la même chose, à des centres, des groupes privés, des groupes financiers qui sont derrière cette stratégie de narratif-là pour créer cette psychose. En fait, quand on regarde la façon dont la science est enseignée dans nos écoles à l'heure actuelle, elle ne l'est pas de façon objective, elle l'est de façon subjective. Quand j'étais étudiant, moi, au secondaire, on étudiait les 4 sciences de base, qui sont la physique, la chimie, la biologie et un peu de la géologie. Hein? Un peu. C'est ça, les sciences de base. Ouais. Maintenant, on n'enseigne plus ça. Au Québec, on enseigne quelque chose qui est regroupé sous le vocable science et technologie. Hein? Et en France, ça s'appelle SVT, Sciences de la vie et de la terre. Donc, on a pris les 4 sciences de base, on les a amalgamées, et puis on veut passer à travers ça des messages, une idéologie. On veut rentrer dans la tête du jeune que la science, c'est pour résoudre des problèmes que l'homme a créés. L'homme est méchant et les prédateurs, la planète est reine. Non. La protection de l'environnement n'a un sens que si elle aide au bonheur de l'être humain. L'être humain est supérieur à ce qu'on appelle Gaïa, la Terre. La Terre est là pour servir l'être humain. Oui, il faut la protéger, mais pas à n'importe quel prix. Si vous créez de la décroissance économique, si vous créez de la misère, si vous empêchez les êtres humains d'être heureux sous prétexte de sauver la planète, éthiquement, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas l'approche qu'on a dans notre système d'éducation à l'heure actuelle. Puis moi, d'abord, je ne pense pas que dans nos écoles, présentement au Québec, on enseigne aux jeunes
comment la science fonctionne, comment ça marche la science, comment les connaissances scientifiques sont produites et puis tout je dirais, les mécanismes en arrière de ça. Et moi, en tant que professeur à la retraite, scientifique retraité, je sais comment ça fonctionne. J'ai dû faire des demandes de subventions pour faire de la recherche. L'argent vient du gouvernement. Ça peut provenir aussi de l'industrie. Mais quand vous faites votre demande de recherche, il faut que vous, je dirais, touchiez des cordes sensibles. Exact. Et si vous pouvez évoquer un problème, même s'il n'y a pas de problème, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir de l'argent. Et les jeunes dans les écoles, ils ne sont pas conscients de ça parce qu'on ne leur enseigne pas ça. On ne leur dit pas comment ça marche, la science, comment les chercheurs obtiennent des crédits pour faire leur recherche. Tu dis les enfants, mais la population en général n'est pas au courant de cet aspect-là non plus. Oui, puis je pense qu'il faut, moi je le fais à travers les interventions qu'on me permet à la radio ici à Québec. J'essaye de faire un peu d'éducation scientifique au niveau de la population en général. Oui. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que l'être humain, que tu sois un scientifique ou pas un scientifique, c'est pas un PhD, un doctorat qui te donne de la probité, de l'honnêteté. Ben, on l'a vu dans la présentation du Dr Van Garden, donc on ne peut pas remettre en question son expertise. Et quand il touche à la dimension de l'alimentation, donc les engrais, on a vu que ces courbes sont assez percutantes là, pour démontrer l'évolution de l'alimentation, la production alimentaire mondiale. Et là, quand on vit actuellement une crise d'inflation au niveau alimentaire, le Canada dépasse les États-Unis en termes d'inflation alimentaire. Donc, on a des questions à se poser parce que les gens ont de la misère à se loger et à se nourrir. Et en même temps, le Québec est un des seuls États en Amérique du Nord avec la Californie où on a une taxation à la consommation basée sur cette supercherie environnementale-là. Donc, on engrange de l'argent et ça vient augmenter, parce que ça passe par le coût des combustibles, donc ça vient augmenter le coût de transport des aliments qui, depuis 30 ans, se sont beaucoup élargis. Hein? On achète des fruits et légumes de la Californie comme si ça poussait près de chez nous. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une inflation, une poussée inflationniste due au transport qui est provoquée par la taxation que le Québec maintient de toute façon, alors que ça va à l'encontre de la réalité. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette dimension-là de taxer sur la base de quelque chose qui n'est absolument pas démontré scientifiquement? En fait, on veut rendre la population coupable hein, de tout ce qui arrive. Mais moi, je pense qu'à la longue, il y a deux choses qu'il va falloir qu'on réalise. Oui, il y a des problèmes environnementaux, mais il y a deux choses. L'ingéniosité de l'être humain dans sa capacité à résoudre ces problèmes-là au fur et à mesure qu'ils se présentent. Puis à l'heure actuelle, l'histoire démontre que oui, on réussit à les résoudre. Puis deux, notre formidable capacité d'adaptation à un environnement qui est continuellement changeant. Oui, il y a des changements climatiques. À mon avis, ils ne sont pas dus à l'intervention humaine, ils sont naturels, mais on est capable de s'y adapter. Il va falloir qu'on se rende ça dans la tête à l'heure actuelle. Il y a des coûts à payer, c'est sûr. Il y a des mesures qu'il faut prendre pour se protéger. Je pense par exemple aux accidents qui peuvent arriver, comme les déversements pétroliers dans les océans. On est capable maintenant, on a la technologie pour les circonscrire. Je pense aux barrages qu'on fait avec la tour, par exemple, pour les empêcher de s'étendre. Mais ce qui est grave, Richard, c'est que dans les écoles,
on ne montre pas ça aux jeunes. On montre des jeunes qui sont en train de nettoyer des canards puis des cormorans suite à un accident pétrolier, pendant que leurs grands-parents sont en train de croupir dans des liquides qui ne sont pas du pétrole, malheureusement, dans des CHSLD et qui attendent qu'on change leur couche. Et c'est ça le problème. On fait passer la planète avec ses pseudo-problèmes avant l'être humain, et ça, c'est mauvais. Et ça, il faut le dire aux jeunes dans nos écoles. Bien, en fait, la dimension économique, elle est majeure. On a parlé par rapport à l'alimentation, mais on peut élaborer à plusieurs égards. C'est qu'à partir du moment où on n'arrête pas de faire des contraintes par rapport aux technologies industrielles qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie, justement, ça permet aussi, en ne taxant pas avec une taxe carbone comme on le fait au Québec, d'avoir de l'argent, non pas orienté vers une cause X, mais plutôt de garder de l'argent dans les poches des contribuables pour que, justement, on ait une richesse capable de financer ces services-là qu'on a tant besoin. Alors, je pense qu'il y a une logique économique derrière ça que les gouvernements refusent d'affronter. On est en campagne électorale à l'automne au Québec. Ça devrait faire partie des sujets de discussion. Je pense que les partis conservateurs d'Éric Duhem touchent à l'aspect des gaz naturels. On pourra en reparler peut-être dans le prochain segment, si tu veux bien. Mais il y a une dimension beaucoup plus large au niveau de l'impact économique à partir des taxes carbone et aller jusqu'aux investissements qu'on va faire pour que ce soit dans un contexte de ne pas aller à l'encontre de la liberté d'entreprise, d'une part, et aussi d'une capacité de générer de l'économie, parce qu'on est en inflation, on est en situation économique difficile partout au Canada, on a des difficultés de négociation avec les États-Unis et on s'en va rajouter une couche de problèmes avec une taxe carbone. C'est complètement absurde. En fait, Richard, c'est une question d'équilibre. Oui, il faut protéger l'environnement, il faut protéger la planète, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que quand des mesures qu'on impose à la population créent de la décroissance, là, ça devient mauvais. Ouais. En fait, la plupart, puis un des politiques qu'il a réalisé rapidement, c'est Donald Trump aux États-Unis, quand il a commencé à mettre la hache dans l'EPA, Environmental Protection Agency, où il a aboli des centaines de réglementations inutiles, érigées la plupart du temps par des biologistes, par des gens des adorateurs de la planète qui se foutent complètement de l'être humain. La planète, pour eux, ça passe bien avant l'être humain. Alors, ces gens-là ont édicté des règlements de protection de l'environnement exagérés, qui n'avaient pas leur raison d'être, qui créaient de la décroissance économique. Et puis, Donald Trump a commencé à mettre la hache là-dedans. Il a congédié des centaines de biologistes, peut-être milliers, là, des gens qui vivaient, en fait, ces gens-là. Moi, les biologistes que je respecte, là, se comptent sur les doigts de la main. Je dirais même de la main d'un opérateur de moulin à scie. Ça donne une idée. Des gens qui sont conscients que l'être humain est beaucoup plus important que la planète, puis que la planète n'est pas menacée. En fait, un accident, ce qu'on appelle une catastrophe écologique, c'est jamais une catastrophe. C'est un accident duquel la planète peut elle-même se remettre, parce que la planète a des milliards d'années. Si on lui laisse le temps, elle va réparer les blessures qu'on peut lui faire quand on exploite ses richesses, par exemple. Mais si l'homme intervient, elle peut se remettre encore plus rapidement. Bien, on l'a bien démontré dans la conférence du professeur Van Garden, là, cette dimension de on ne contrôle pas tant que ça ce qui se passe. Les preuves qu'il y a des ordres et désordres naturels qui sont intervenus sur de longues périodes de temps démontrent que souvent les problèmes qu'on pense criants vont se résorber d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a vu au niveau de la température. Mais tu faisais référence
à Trump. On a vu, toi et moi, lorsqu'on était à la conférence à Washington de Heartland Institute, justement, cette énergie qu'il y avait dans la salle d'applaudir la déréglementation basée sur des absurdités scientifiques que les États-Unis avaient aussi embrassées sous Obama et Bush, etc. Donc, ce côté-là, moi, je suis critique de Trump, mais là-dessus, on peut dire qu'il a livré la marchandise et ça donne un nouveau souffle à l'industrie aux États-Unis. Eux, ils ont des investissements économiques énormes qui se sont faits dans la dernière année, alors que le Canada est plutôt en déclin au niveau économique. Et cette philosophie où on a mis de l'avant la planète avant l'être humain, comme tu le disais si bien, ça peut expliquer pourquoi on est en décroissance et que c'est problématique. Alors, ce que je t'invite à faire, on va prendre une pause. On est rendu à la fin de notre deuxième segment, mais pour le prochain segment, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect, justement, tu es un géologue, donc tu vas pouvoir nous parler des gaz naturels, ces politiques-là, parce qu'à l'aube des élections à l'automne, bien, ce serait intéressant de parler de l'aspect économique, mais de nos ressources naturelles, peut-être. Alors, on revient après la pause. OK. De retour avec notre invité, le professeur Rénal Duberger. Toujours un plaisir, Rénal, d'échanger. On met la table avec la conférence qui a été présentée par Dr. Weingarten en début d'émission. Donc, ceux qui se joignent à nous, vous pouvez revoir un peu cette partie-là. Ça permet vraiment d'avoir des points précis. On a touché à l'industrialisation, donc début du 19e siècle et le 19e siècle, c'était l'époque de la grande industrialisation, révolution industrielle. Et on a souvent accusé la pollution et l'être humain est en train de détruire la planète basée sur cette époque-là. Alors que quand on voit justement les détails que nous présentait Dr. Weingarten, professeur Weingarten dans son exposé, on voit plutôt que cette période-là, il y a une croissance justement les espaces verts à travers la Terre. Donc, on a des moyens maintenant de pouvoir voir cette évolution-là et on s'aperçoit que l'industrialisation, oui, a amené des problématiques de pollution, mais comme tu le disais, Rénal, très bien, l'industrialisation amène aussi des solutions au fur et à mesure des problèmes qu'elle crée, un peu comme on voyait dans l'exposé précédemment, le fait que le CO2 nourrit les plantes et les plantes absorbent du CO2, les océans, la même chose. Il y a un équilibre naturel qu'on a sous-estimé au nom d'une propagande politique qui a beaucoup fait de ravages ces dernières décennies. Parlons justement de la non-exploitation au Québec, qui est c'est absurde à un point démesuré. Depuis le début du gouvernement de la CAQ, il y a 7 ans et demi maintenant, on a arrêté de faire l'exploitation des gaz naturels. Comme géologue, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai que nos robinets, l'eau va couler avec du feu? Est-ce qu'on ne devrait pas justement exploiter? L'Institut économique de Montréal a parlé d'une perte de 93 milliards
de génération d'économie du Québec. Imaginez ce qu'on peut faire avec 93 milliards qu'on laisse dans le sous-sol actuellement au lieu de l'exploiter. Tu as tout à fait raison, Richard. On est assis passivement, paresseusement, idéologiquement sur des richesses, des trésors extraordinaires avec lesquels on pourrait se payer un système de santé beaucoup meilleur, des programmes sociaux de loin supérieurs à ceux que nous avons. Tout ça sous prétexte de ne pas blesser l'environnement. Oui, mais c'est même pas vrai, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai, c'est faux. On prend le prétexte, puis c'est faux. Il faut au moins rétablir la vérité dans un premier temps. Exactement. Si tu te rappelles, Richard, à la conférence de Washington, oui. Nous avons eu le gouverneur de l'État de West Virginia, oui. de Virginia occidentale, qui nous a présenté avec des chiffres à l'appui comment son État est devenu prospère grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz de shale, que les Français appellent de schiste. Hein? Il a créé de la prospérité dans son État. Puis nous, au Québec, on est assis sur les mêmes roches sur lesquelles sont assis les gens de West Virginia, mais on refuse non seulement d'exploiter, mais même d'explorer. On ne veut même pas savoir combien on en a de ce gaz-là puis de ce pétrole-là. C'est-tu bête un peu? Hein? C'est nos gouvernements qui ont fait ça, là. Incroyable. Le gouvernement du Québec. Mais tu as raison de souligner qu'à l'heure actuelle, il y a un seul parti au Québec qui veut lever ce fichu moratoire-là. C'est le parti d'Éric Duhaime, c'est le Parti conservateur. C'est le Parti conservateur qui a présenté cet aspect du gaz naturel-là, mais il devrait avoir une plateforme beaucoup plus large sur l'ensemble de la supercherie climato-hystérique, parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre. Moi, je me souviens très bien, souviens-toi des images qu'on nous présentait. C'était aux États-Unis, là, il y avait des fermiers qui, depuis qu'il y avait l'exploitation du gaz de schiste près de chez eux, leur robinet coulait du gaz avec le feu qu'ils prenaient. Et là, on s'est aperçu avec les analyses beaucoup plus détaillées que c'était des cas extrêmement isolés, des cas qu'on peut avoir n'importe où sur la planète, là. Donc, on ne peut pas prendre une petite situation microscopique et étendre ça de façon de faire une propagande anti-exploitation, parce que c'est ça qui a donné le fait que la décision du gouvernement de la CAQ d'aller de l'avant sur « on ne fait pas d'exploitation du tout », ça vient de cette espèce de propagande qui nous a marqué quand même, des images qui étaient très marquantes. Oui, effectivement, Richard souligne l'aspect visuel extrêmement important de certaines publicités dues à des groupes de pression environnementalistes. Le feu qui sort du robinet. Il y a eu quelques accidents en Pennsylvanie, mais ça, il y a 15-20 ans, quand on a commencé l'exploration et l'exploitation des gaz de shale. Mais c'est marginal. Je pense que si on veut être rationnel, puis si on veut être honnête, il faut regarder ce que les Américains ont fait, parce que c'est un modèle à l'heure actuelle. Les Américains sont devenus indépendants énergiquement, autonomes, grâce à l'exploitation de ces gaz et pétroles-là. Et nous, dans les basses terres du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, on a les mêmes shales, les mêmes roches qui contiennent le gaz que les gens en Pennsylvanie et puis en West Virginia exploitent présentement. Sauf qu'on ne veut même pas forer au travers parce qu'on a peur de polluer. On a peur de... Mais à l'heure actuelle, la technologie de l'exploration et de l'exploitation des gaz de shale est largement sécuritaire, au point. J'ai un de mes propres élèves, Jean-Yves Lavoie, qui était président directeur général de la compagnie Junex, qui a été le premier à faire les forages pour le shale sur l'île d'Anticosti. Il pourrait vous en parler.
la technologie qui consiste à construire un genre de grand bâtard d'eau tout autour de la zone dans laquelle on va forer là, pour faire ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, le fracking en anglais, qui va permettre aux fractures de s'ouvrir puis de libérer ce gaz ou pétrole-là, c'est au point à l'heure actuelle. Ça ne l'était pas il y a 20 ans. Maintenant, ça l'est au point. On est capable d'éviter les pollutions de nappes phréatiques avec cette technologie-là. Alors, on n'a aucune raison au Québec de continuer de mettre ce moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz et pétrole à l'heure actuelle. On dort, on est assis sur des ressources qui nous permettraient d'avoir un niveau de vie tellement supérieur, de devenir autonome au point de vue énergétique, mais on refuse de le faire. Mais ça, il en va de même pour toute l'industrialisation, parce qu'on a vu les normes environnementales. Moi, je me souviens de mon enfance. Les gens me se demandent pourquoi je suis si raffiné. C'est parce que je viens de l'Est de Montréal avec 7 raffineries qui fonctionnaient à plein dans les années 60. Je peux vous dire qu'on ne dormait pas certains soirs. Donc, les raffineries étaient très polluantes. Donc, l'industrie était polluante et les normes ont fait en sorte que l'industrie a pu investir dans l'amélioration. Prenons les véhicules automobiles, par exemple, avec les catalyseurs qui empêchent une partie de la pollution, le pétrole dont on a enlevé le plomb. Donc, on voit que l'industrie, lorsqu'elle est encadrée par des gouvernements responsables qui doivent se servir sur des fondements scientifiques, se baser sur des fondements scientifiques pour encadrer l'industrie et non pas pour l'étouffer ou, pire encore, lui interdire d'exploiter des gisements de gaz ou quoi que ce soit. Donc, on voit que l'ensemble de l'industrie, même s'il y a des façons de faire, des procédés qui sont pollueurs, bien, on peut aussi les améliorer avec le temps. Et ça, c'est une question de réinjecter l'argent. Et là, l'argent de nos impôts devrait être canalisé vers des solutions qui permettent à l'industrialisation de s'améliorer, donc c'est-à-dire de mieux produire pour augmenter la qualité de vie de la population, comme on l'a vu avec les engrais, mais aussi, en même temps, de s'assurer de protéger l'environnement, ce qui est un objectif très louable que tout le monde souhaite défendre, je suis persuadé. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre l'environnement. Mais voilà. Je pense que nous sommes tous conscients que si on veut être heureux sur notre planète, il faut la protéger, il faut éviter de la blesser inutilement, mais il y a des prix qu'il ne faut pas payer. Quand vous empêchez le développement d'un projet qui créerait des milliers d'emplois pour supposément protéger une espèce que vous prétendez menacer ou en voie d'extinction, là, il y a un problème. C'est là qu'il faut mettre dans la balance la protection de l'environnement versus la création de richesses pour le bonheur de l'être humain. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, les grandes industries, le pétrole, l'industrie minière est très consciente de ça. Ils engagent même des biologistes consultants pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'exploitation de telle ou telle ressource sans créer de problèmes qui seraient trop graves. Alors, je pense que l'industrie à l'heure actuelle, les lobbies environnementalistes d'extrême gauche exagèrent et puis sont à l'heure actuelle un frein énorme au développement économique de notre province, de notre pays. Et c'est contre ces gens-là que moi je me bats à l'heure actuelle. D'ailleurs, les gens, si on retourne juste au point de vue du changement climatique, les gens qui sont je dirais des apôtres inconditionnels du changement climatique causé par l'être humain, je les appelle, moi, des Grétins du nom de Greta Thunberg, parce que ce sont des disciples de Greta Thunberg. Il faut se rappeler qu'à Montréal, quand Greta est allée, il y avait combien de centaines de milliers de Grétins qui l'ont suivi. Hein? Et puis, il y a aussi
les Gorets, ça c'est les disciples de Al Gore, les Gorets. Hein? Ah bon, alors, c'est ces gens-là, à l'heure actuelle, que je combats sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres à l'heure actuelle, parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ouais. Ils sont, en fait, ils sont tellement idéologiquement endoctrinés que la science, pour eux, ils s'en foutent complètement. Et, en fait, on a beau leur montrer les courbes, comme tu montrais dans la Ouais. présentation au début, là, puis des chiffres, ils veulent rien savoir de ça. Non, non, Hein? ils ne comprennent pas. Non, ils veulent rien Et savoir. Ils d'ailleurs, on sont l'a vu, obnubilés. les jeunes qui vont faire des manifestations publiques, là, je dis les jeunes, mais c'est parce qu'ils sont souvent mobilisés, et on leur questionne, on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils défendent, puis ils ne sont pas capables de verbaliser. Et ça, c'est un peu normal. Alors, ce qu'on invite les gens à faire, c'est avant de tomber dans cette hystérie généralisée, qui est un peu de bon ton depuis 20 ans. Hein? Si on parle de réalisme scientifique, donc de réalisme climatique, on se fait traiter de toutes les étiquettes possibles, mais il faut aller au-delà de ça, au nom de la vérité, au nom de justement être honnête envers soi-même. On doit creuser l'information pour s'assurer qu'on ne se fait pas remplir comme des cruches. On parlait de Greta Thunberg, une autiste de 14 ans. Elle ne peut pas rien nous apprendre, là, soyons clairs. Donc, on s'est servi. Et décrocheuse, elle a décroché de l'école. Oui, décroché, mais là, elle est décrochée complètement parce qu'elle n'a plus aucune capacité d'attirer qui que ce soit, tant mieux. On prouve que c'était juste une balloune qui s'est dégonflée. Mais moi, je pense qu'il y a un travail à faire vraiment systématique parce qu'on se bat contre l'ensemble des gens qui sont au pouvoir, que ce soit économique ou étatique. On l'a vu avec la CAQ qui nous a servi le scandale Nordvolt, un terrain hyper contaminé en bordure du Richelieu, hein, avec des grenouilles à 3 yeux. Bien, ils ont fait fi justement des analyses du BAP. On a accéléré le processus au nom de « il faut investir au plus vite ». Alors là, on s'est servi d'une fast track justement politique pour aller à l'encontre de quelque chose qui était nécessaire dans ce contexte-là, parce que c'est nous autres, les payeurs de taxes, qui avons financé ce scandale-là énorme. Mais ça doit servir de bougie d'allumage à la population qui va aller voter cet automne pour dire « mais ça n'a pas de bon sens ». Mais c'est pas parce que tu votes pour un autre parti que tu as réglé le problème. Il faut que tu ailles vers des gens qui offrent de vraies solutions basées sur des fondements scientifiques. On ne parle pas de climat ou d'investissement économique fondé sur l'exploitation de ressources naturelles sans avoir des bases scientifiques. En fait, sur le domaine scientifique, moi, j'aimerais qu'on fasse dans les bulletins de nouvelles qu'on diffuse le soir, à chaque fois, un micro-trottoir sur l'environnement, où on mettrait en dessous du nez d'un jeune qui sort de secondaire 5, là, avec son diplôme, un micro, puis on lui demande, d'après toi, c'est quoi le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère présentement? Pas mal certains qui répondraient, ça doit être 10, 15, 20 %. Il ne sait pas que c'est 0,04 %. Mais c'est arrivé. Souviens-toi, une commission américaine qu'il y a eu où on questionnait les politiques qui avaient mis en place ces politiques déconnectées de la réalité. On disait, vous allez taxer la population basée sur le CO2. Quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère? Et eux-mêmes n'étaient pas au courant. Donc, ça prouve que l'aspect scientifique n'est jamais pris en compte avant de faire ces politiques-là. Là. Donc, oublie les jeunes, on est vraiment carrément, même dans la haute fonction publique. Là. Et puis, même de ce 0,04 %-là, l'homme n'est pas responsable que il est responsable de moins d'un tiers de ce 0,04 %-là. Oui, hein? Tout le reste, c'est naturel. On sous-estime la nature, puis on surestime la contribution humaine dans l'environnement à l'heure actuelle. Quand on regarde une seule éruption volcanique, ce que ça peut générer comme gaz et comme chaleur, je pense à tous les volcans qui sont dans dessous des océans, dont on n'a pas encore ni l'inventaire, ni le bilan, puis on prétend que l'homme est plus fort que tous ces volcans-là. Et pas
Pas seulement là, les Canadiens, où on a un espace démesuré par rapport à la population, avec des forêts, etc., on doit faire plus d'efforts qu'un pays comme la Chine, qui est super industrialisé, super... une grande population. Il y a un débalancement politique qui ne tient même pas la route et on nous remplit avec ce genre d'argumentaire-là qui est un faux argument. Là. Oui, puis là encore, faudrait-il, même si on parle d'émissions de CO2 puis de responsabilité d'émissions de CO2, il n'est toujours pas prouvé que les émissions de CO2 sont importantes dans les changements climatiques. Bien, c'est ce qu'on a vu avec la présentation tout à l'heure. Il démontrait très, très bien qu'on ne peut même pas dire ce genre d'affirmation-là. On n'a pas les preuves. Oui. Alors, je pense que, Richard, une des clés de la solution du problème, c'est l'éducation scientifique de la population. Voilà. Bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que, regarde, il y a des bulletins de nouvelles sportives tous les soirs dans tous les médias. Pourquoi il n'y aura pas un bulletin scientifique? Du pain des jeux, Rénal, du pain des jeux. C'est plus payant politiquement. C'est pour ça que moi, quand je suis à la retraite, j'ai 81 ans, puis je continue ma croisade parce que je pense que ça a des résultats. On réussit à disons, convaincre des gens que la science, c'est important. L'idéologie, c'est à côté de la science. Ça n'a aucun rapport avec la science. Merci, Rénal, de ta présence, premièrement. Merci à ton jeune âge de 81 ans de nous accompagner. C'est ce qu'on a besoin. Je pense que les baby boomers ont beaucoup fait de ravages au niveau politique depuis une trentaine d'années. Là, maintenant, c'est peut-être à la retraite le temps qu'on remette de l'ordre un peu dans la société à cet effet-là. C'est un des objectifs du balado qu'on s'est donné. On veut vraiment travailler à l'éducation, mais pas l'éducation au sens formel. Tout à l'heure, on parlait de formules chimiques. Il y en a qui décrochent dans ce genre de présentation-là, mais ça permet d'asseoir justement des arguments. Et ceux qui ne comprennent pas ces dimensions-là, biologiques et chimiques, bien, fiez-vous justement au fait qu'on a maintenant semé le doute par rapport à un narratif. Et c'est ça l'objectif. Le début de l'éducation, c'est premièrement de semer le doute par rapport à des réalités qui étaient fausses. Et après ça, arriver avec des solutions ou avec des points de vue qui soient vraiment très solides. Et moi, j'accueille très, très bien tout ce que tu nous présentes. Dans les prochains balados, on aura l'occasion d'aller chercher d'autres expertises et aussi de te revoir pour venir vulgariser cette dimension-là. On espère que tu vas prendre des forces pendant l'été et dans les prochains balados, de t'avoir avec nous en pleine force. Là. Richard, je continuerai ma croisade. La croisade, c'est le bon terme. Alors, je pense qu'on est parti pour faire plusieurs émissions dans les prochaines semaines, prochains mois. Naturellement, c'est l'été. On essaie maintenant d'aller chercher un peu, glaner qu'est-ce qui existe comme conférences, comme déclarations qui ont été faites. Il y a beaucoup de bagages. J'ai beaucoup plus de matériel, personnellement, à partager. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on amène à l'émission aussi toujours la dimension quel est l'impact dans votre vie personnelle à la maison. Et aussi, vous allez voter à l'automne, vous allez voter à chaque année. Qu'est-ce que vous devez questionner auprès des gouvernants qui vont être là pour modifier ces fameuses lois-là, qui mettent une très grande pression sur les institutions, soit au niveau de l'éducation. Alors, on travaille très, très fort dans cette dimension-là. Et moi, je vous invite à une prochaine émission de balado. On ne le fait pas de façon systématique toutes les semaines encore, mais on est en train de travailler à ça pour une formule probablement à l'automne qui soit plus régulière. Alors, Rénal, un grand merci d'être présent. J'espère que tu vas profiter des bonnes journées d'été. Continuez à suivre la sismologie au Québec parce que tu es toujours connecté sur la sismologie, donc ça, c'est important. Et toujours mon sismographe. Bien, écoute, on compte sur toi. Si jamais il y a quelque chose, de nous appeler en priorité s'il y a un problème. Mais je pense qu'on va passer un été très, très chaleureux et tranquille de notre côté. Alors, une invitation à tout le monde à nous revenir à un prochain balado. C'est disponible sur YouTube. On vous invite à aimer si vous appréciez et nous indiquer vos commentaires, vos appréciations. Ça nous sert à modifier l'émission en cours de route. À une prochaine. Merci de votre présence.